D'accord, les gars. Je suis vraiment excitée à ce sujet parce que tout le monde le voit sur Internet. Il interviewe toujours des gens. Il est assez controversé, mais pas vraiment controversé parce qu'il héberge simplement la controverse. Il est comme un Jerry Springer de YouTube. Cela, ça a été très, très efficace. Piers Morgan. Bienvenue à Candace. Oh, C'est génial d'être ici. J'adorais Jerry Springer. En fait, j'ai fait America's Got Talent avec Jerry Springer. J'étais juge, il était l'hôte. Nous vivions tous les deux au Beverly Wilshire Hotel à Los Angeles et nous avions l'habitude de nous allonger au bord de la piscine sur nos transats et de comploter ensemble pour dominer le monde. Donc je prends ça comme un grand compliment. tu devrais. J'ai été choquée quand j'ai appris qu'il était britannique. Eh bien, non seulement ça, mais il est né ici pendant la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, pendant le Blitz, dans l'un des tunnels du métro. Mais Jerry était un type fascinant. Il a été maire de Cincinnati. Il a été présentateur de journaux télévisés sérieux pendant de nombreuses années. Et puis la chaîne lui a demandé: Peux-tu juste faire ce pilote pour cette nouvelle émission complètement folle? Il n'avait pas vraiment envie de le faire. Il l'a fait. Et c'est devenu un succès incroyable, rapportant des centaines de millions de dollars. Il n'a jamais pu s'en détacher. Mais il me disait souvent: C'est la pire émission à la télévision, mais elle me rend incroyablement riche. Et c'était une histoire fascinante. C'était vraiment un personnage intéressant. Oui, c'est une légende. On ne peut pas le nier. Il a fait totalement différent. Oui, c'était de la télé-poubelle, mais on a grandi en la regardant à un moment ou un autre. Il y avait une Honnêteté là-dedans, où tout le monde savait ce qui se passait. Ils y allaient pour une raison, avoir leur moment. Ils voulaient avoir leur moment et raconter leur histoire. Et qui sommes-nous pour être snob, pour dire: Vous n'en avez pas le droit? De nos jours, on écoute Beyoncé. C'est comme si c'était égalitaire. Moi, j'aimais bien. Oui, je suis d'accord. Donc, je pense que la critique que les gens pourraient te faire, c'est qu'ils ne savent pas vraiment ce que tu penses. Genre, est-ce que tu es quelqu'un qui reste toujours sur la clôture? Est-ce que tu crois vraiment en quelque chose ou est-ce que tes opinions changent tout le temps? Pour revenir à ce petit geste passif-agressif. Je suis journaliste et ce que j'ai réalisé surtout ces 2 ou 3 dernières années, alors que ma chaîne YouTube a pris de plus en plus d'ampleur, c'est que je suis beaucoup plus revenu à mon rôle de journaliste. Je ne pense pas que les journalistes devraient être idéologiques à propos de l'actualité. J'aime inviter des gens qui sont des idéologues, à droite comme à gauche. J'aime être le maître de cérémonie de leurs débats, comme tu l'as dit, la figure de Jerry si tu veux. Mais je suis devenu beaucoup moins, probablement dans ma tête, enclin à me positionner à gauche ou à droite. Si tu m'avais posé la question il y a 3 ou 4 ans, j'aurais dit que ma politique naturelle est probablement un peu plus centrée. Mais la gauche woke a été tellement folle que, un peu comme Bill Maher, je suis maintenant identifié par la gauche comme conservateur parce qu'en réalité, je ne suis tout simplement pas prêt à accepter la moindre folie woke. Et dans ce processus, le balancier de ma politique personnelle s'est probablement déplacé beaucoup plus vers le centre, voire légèrement au centre droit. C'est ça. Mais si tu me demandes ce que je ne dis pas conservateur, libéral ou quoi que ce soit de ce genre aujourd'hui. Je dis que je suis journaliste et que mon travail consiste en fait à demander des comptes à tout le monde. Et je pense que nous le faisons d'une manière qui est en réalité assez unique. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est moi qui anime tous ces grands débats. Ils deviennent très animés, mais nous faisons venir tout le monde. Et ça me plaît. Je pense vraiment que vous faites un travail formidable. Je dois dire que je n'étais pas très enthousiaste à l'idée d'avoir des pairs il y a 4 ans, mais je pense que cette année, vous avez réellement prouvé que vous êtes très équilibré en accueillant simplement les deux parties, en permettant aux deux personnes de parler et en ne cédant pas à des attaques à dominer, les choses qui sont dédaigneuses. Comme si vous interpelliez quelqu'un et disiez, ce n'est pas un débat, vous insultez juste cette personne. Alors, C'est aussi, par exemple, quelqu'un comme vous, n'est-ce pas? Les gens posent des questions à votre sujet et disent: Eh bien, elle est ceci, cela. Ce que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas forcément adhérer à ces récits. Allez vraiment faire vos propres recherches. Essayez de comprendre ce que ces personnes ont réellement dit. Regardez dans quel contexte elles l'ont dit, voyez quelle était leur explication pour justifier leurs propos. Cela conduit souvent à une conclusion très différente de celle dans laquelle on aime facilement enfermer les gens. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. J'avais tendance à être très jugeant, surtout en tant que rédacteur en chef de journal, et je pense avoir essayé d'être moins dans le jugement. J'ai maintenant beaucoup d'opinions, mais lorsqu'il s'agit d'individus en particulier, je préfère me faire ma propre idée. Et je pense que c'est une attitude saine à adopter dans un monde où il y a beaucoup d'attaques ad hominem, beaucoup de déformations, beaucoup de petites piques qui apparaissent. Je le constate moi-même à mon sujet. Et je dis souvent aux gens: je sais que vous pensez que je suis vraiment controversé, mais quelle est, selon vous, l'opinion que je défends qui est la plus controversée?
Et quand ils essaient de répondre, ils ont vraiment du mal. Parce que tout ce qu'ils ont vu, c'est moi sur TikTok, quelqu'un qui crie et blablabla. Ils n'ont en fait jamais écouté ce que sont réellement mes opinions. C'est exactement ça. Et je pense qu'on l'a bien vu. Absolument. Je sais que je t'ai défendu dans mon émission il y a longtemps, quand tout est arrivé, que tu as été viré et que les médias présentèrent ça comme si tu étais raciste. Toutes les choses qu'on aurait pu dire à propos de Pierce Morgan, je me suis dit, d'accord, il est soudainement devenu raciste. C'était Tellement absurde. Et en fait, pire que ce qui m'est arrivé, c'est ce qui est arrivé à Sharon Osbourne, si tu te souviens, dans l'émission The Talk, où Sheryl Underwood, et l'émission a d'ailleurs été annulée, je suis content de le dire, parce qu'elle est vraiment morte ce jour-là quand ils ont fait ça, alors que c'est une émission qui s'appelle The Talk, on est censé pouvoir parler. Sharon m'a simplement soutenu. Elle n'a même pas dit qu'elle était d'accord avec ce que j'ai dit à propos de Meghan Markle. Bien que maintenant, ironiquement, j'aurais été viré pour avoir dit exactement le contraire. Si j'avais dit que je croyais Meghan Markle après l'interview avec Oprah, on me renverrait aujourd'hui pour avoir cru à Pinocchio. N'est-ce pas? À l'époque, cela semblait tellement controversé et scandaleux de ne pas la croire ou de penser qu'une grande partie de ce qu'elle disait ne pouvait pas être vrai. Maintenant, ça ne semble plus être le cas. Mais Sharon, tout ce qu'elle a fait, c'est dire « Je soutiens Pierce ». Nous sommes amis depuis longtemps. Nous avons de nouveau travaillé sur America's Got Talent avec Jerry. Et elle me montrait juste un peu de loyauté, sans vraiment entrer dans ce que j'avais dit. Et puis chérie, quoi, même en le soutenant avec ces choses racistes qu'il a dites, c'est elle. Attends. Quelle chose raciste a-t-il dit? Et tout a explosé. Elle a été prise au dépourvu et elle a été renvoyée d'un travail qu'elle adorait pour avoir eu l'audace de me soutenir alors que tout le monde savait que je n'avais rien dit de raciste, pas un mot. Sherry Ryland Underwear n'a même pas pu dire ce que j'étais censé avoir dit qui aurait été raciste. C'était absolument honteux de la part de CBS de faire ce qu'ils ont fait à Sharon ce jour-là. Et les répercussions de toute cette interview avec Oprah, si vous regardez toute la séquence des événements, c'est vraiment une attaque choquante contre la liberté d'expression. C'est bien à cela que ça se résume. Vous pourriez dire quelque chose maintenant. J'ai le droit de dire que je ne vous crois pas, et vous avez le droit de dire, eh bien j'ai raison parce que boum, 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 boum. Mais l'idée que votre première réaction soit, si tu ne me crois pas, tu es raciste parce que je ne suis pas blanc. Pardon, quoi? C'est ça le critère. Je n'ai pas le droit de ne pas te croire à cause de la couleur de ta peau. C'est à quel point c'était absurde. Tu sais quoi? C'est vraiment intéressant parce que, évidemment, je me suis fait connaître en tant que femme noire qui était contre BLM dès le début parce que j'ai vu ça, j'ai vu cette émergence et des gens qui adoptaient cette perspective selon laquelle les Noirs étaient devenus intouchables après l'affaire George Floyd. Ils ont le droit de voler une télévision à écran plat chez Target. Tu n'as pas le droit de critiquer ça. Et si tu le fais, c'est parce que tu es raciste, pas parce que tu as un minimum de dignité et de morale. Mais je vois la même chose aujourd'hui. Ça a un peu changé, surtout après le 7 octobre. Et j'ai vu exactement les mêmes accusations du genre, d'accord, si tu critiques cette nation étrangère et Bibi Netanyahou, bien sûr, aucun de nous ne voudrait que nos amis juifs soient harcelés. Mais c'est exactement le même jeu woke, à savoir que si tu Critique le gouvernement israélien, tu dois forcément être antisémite. Oui, tu détestes les juifs, c'est ça, et ça marche aussi dans l'autre sens. Je le vois des deux côtés, mais c'est là où nous en sommes arrivés. Et c'est pareil avec le débat sur les personnes trans, notamment les athlètes trans dans le sport féminin. On en parlera peut-être. Mais j'avais un avis très tranché là-dessus. Toute tentative de remettre en question l'opinion acceptée selon laquelle il est juste et rationnel de permettre à des hommes biologiques de lever la main, de se déclarer femmes et de concourir dans le sport féminin et de littéralement écraser les femmes à coups de poing sur les rings de boxe ou aux Jeux olympiques. L'idée que si tu fais ça, tu es transphobe, que tu détestes les personnes trans, je trouve ça tout simplement scandaleux. Et c'est de plus en plus utilisé par la gauche woke comme une forme, comme Elon l'appelle, une forme de communisme. Vraiment, c'est du communisme en embuscade. Moi, j'appelle ça du fascisme. C'est le même genre de choses dans le sens où c'est un groupe de personnes militantes qui essayent de faire taire toute dissidence, qui essayent de forcer tout le monde à voir le monde à travers leur prisme étroit. Que ce soit le communisme ou le fascisme, c'est le même état d'esprit. Et nous détruirons ceux qui ne se conforment pas à ce que nous avons établi comme le nouveau code de conduite pour la vie. Et les personnes qui croient en la liberté d'expression, en la liberté et en la démocratie. Il faut combattre cela de toutes ses forces. Parce que si nous ne le faisons pas, nous suivrons cette voie du communisme, du fascisme, de ce monde de contrôle qu'ils veulent. Et c'est la folie qui nous attend sur ce chemin. très bien les amis.
Je prends un instant pour vous rappeler l'existence de Préborn. Chaque vie de bébé est un cadeau précieux, plein de potentiel et de rêves à accomplir. C'est pourquoi Preborn, la plus grande organisation pro-vie du pays, est en première ligne pour les bébés et les mères en situation de risque face à des grossesses non planifiées. Le réseau de cliniques Preborn est implanté dans les zones du pays où les taux d'avortement sont les plus élevés. Ils équipent ces cliniques avec les ressources nécessaires pour sauver ces vies précieuses et offrir un soutien compatissant aux mères jusqu'à 2 ans après la naissance. Alors que le nombre d'avortements continue d'augmenter, Preborn étend ses soins, valorisant la vie afin d'aider davantage de femmes en détresse et de sauver plus de vies. Si vous en avez les moyens, veuillez envisager de faire un don important pour sauver des bébés de manière significative. Un don déductible d'impôt de 15 000 permettra d'installer une machine à ultrasons dans un centre pour femmes, sauvant ainsi d'innombrables vies pour les années à venir. Et maintenant, Preborn doublera votre don en égalant le montant offert. Pour faire un don, composez le 250 livres et dites le mot-clé bébé. Encore une fois, c'est 250 livres bébé. Ou vous pouvez faire un don en toute sécurité sur preborn.com Candace. Encore une fois, c'est preborn.com Candace. Vous savez, pour revenir à votre remarque sur Sharon, la pression des pères dont vous parliez au début est vraiment importante à aborder, car d'une certaine manière, soit vous vous conformez, soit vous êtes licencié. Une fois que vous atteignez un certain niveau dans la vie, et on l'a évidemment vu avec vous, c'est comme si vous deviez dire du bien de Meghan Markle parce qu'en ce moment, on est à la fin de BLM et vous ne pouvez pas insulter une femme qui, même si je regarde objectivement, n'a pas l'air noire. Je n'aurais pas deviné qu'elle était noire si elle ne l'avait pas dit elle-même. Mais on voit ça avec Sharon Osbourne. C'est comme, d'accord, maintenant vous devez prendre une décision. Allez-vous être une personne décente et un bon ami et être honnête sur le fait que vous connaissez cet homme, que vous le connaissez depuis des années et qu'il n'est pas raciste? Ou allez-vous dire, eh bien, vous savez, Pierre n'aurait pas dû dire ça. Une partie de votre âme meurt, mais au moins vous gardez votre carrière. On voit des gens confrontés à cela. Eh bien, ITV ici, qui est l'équivalent de NBC au Royaume-Uni, m'a dit très catégoriquement, écoutez, si vous vous excusez d'avoir douté d'elle, vous pouvez garder votre travail. Et j'ai répondu que je n'allais pas faire ça. Ce qu'il savait probablement, je pense. Et je suis littéralement parti cet après-midi-là. Et c'était un fait accompli. Vous vous excusez, vous gardez votre travail. En d'autres termes, vous vous humiliez. Vous vous humiliez devant Meghan Markle, qui, à mon insu, avait écrit une lettre personnelle à la directrice générale de l'entreprise, qui était une femme, et lui avait dit « Je vous écris en tant que femme et en tant que mère, vous devez le licencier ». On ne m'a pas dit cela lors des délibérations ce jour-là. Si j'avais su, j'aurais rendu l'affaire publique et eu une toute autre discussion avec eux. J'aurais campé sur mes positions et dit « Allez-vous vraiment laisser cette duchesse décider qui travaille à ITV ?» Je ne l'ai découvert qu'après coup, 2 jours plus tard. Cela aurait changé de manière assez significative la tournure des événements. Mais ce qui était intéressant, c'est que sur le moment, c'était aussi très tendu, c'était un peu chaotique et désordonné. Et c'était en tête de l'actualité et de tout le reste. Et je me souviens simplement que tout a basculé en l'espace de 24 heures. J'ai commencé à me promener. Je me sentais comme le joueur de flûte de Hamelin. Il y avait littéralement des gens, des chauffeurs de bus qui klaxonnaient, des chauffeurs de taxi qui m'acclamaient, des passants qui traversèrent la rue pour me prendre dans leurs bras, pour me serrer la main, parce qu'ils comprenaient qu'en réalité, il s'agissait d'un combat pour la liberté d'expression. Et ils comprenaient que si l'on veut vraiment être britannique, ou américain évidemment, mais si l'on veut être britannique, il faut se battre pour la liberté d'expression. C'est ce pourquoi Churchill s'est battu contre les nazis. La liberté, la démocratie et la liberté d'expression. Des gens ont perdu la vie sur les champs de bataille pour que nous ayons le droit d'exercer notre liberté d'expression. Et cela a vraiment eu un fort écho auprès du public. J'avais un livre qui venait de sortir. Il venait tout juste de paraître. Je me souviens qu'il était autour de la 2000e place sur le classement Amazon les tout premiers jours. Il est passé numéro 1 en 3 jours, il est resté pendant des semaines et s'est vendu à un nombre énorme d'exemplaires parce que le livre s'appelait Wake Up. Et c'était un appel clair à la gauche libérale pour qu'elle se réveille et arrête cette folie woke avant qu'il ne soit trop tard. Et je suis presque sur le point d'écrire un autre livre pour dire « Je vous l'avais bien dit, non ?» Parce que si l'on regarde l'ampleur de la victoire de Trump lors de l'élection américaine, l'une des raisons était évidemment le coût de la vie. Une autre était l'immigration illégale. Mais un troisième pilier important de cela était la destruction fondamentale du virus WokeMin. Ils ont introduit un vaccin appelé Trump et Elon Musk, tu sais, qui en gros, je sais que tu n'aimeras pas l'analogie avec un vaccin, mais ils ont vacciné le virus WokeMin de façon spectaculaire. Et beaucoup de jeunes hommes en particulier se sont dit « j'en ai juste assez de tout ça ».
Désolé, mais j'en ai vraiment assez de ces conneries. Ce n'est pas basé sur des faits. Je ne vais plus me laisser intimider pour adhérer à ces absurdités. Et je vais exercer mon droit à la liberté d'expression, de pensée et d'opinion. Et je pense que cela a vraiment été un élément important de notre élection, en fait, et je suis très heureux de l'avoir constaté. J'ai simplement remarqué certaines choses, étant marié à un Anglais, qu'il existe ces petites différences de l'autre côté de l'Atlantique, et il est difficile pour les gens de vraiment comprendre quelles sont ces différences. Mais il n'y a pas de combat pour la liberté d'expression au Royaume-Uni. Je dirais qu'elle est déjà perdue. Et je pense que c'est pour cela que tu es un personnage très intéressant, parce que tu es assez américain. Ce que je dirais spirituellement, c'est que tu es américain dans le sens où tu vas au front, tu défends tes principes, alors que la société britannique peut être assez complaisante. Je dirais même qu'ils préfèrent être polis plutôt que de se battre. Et ce que nous voyons se passer ici maintenant en ce qui concerne la liberté d'expression, ce qui se passe avec Keir Starmer, la censure qui est demandée, c'est assez révoltant. Mais je ne comprends pas vraiment, dans le tissu même de l'Angleterre, comment il serait possible de changer cela ou d'aller dans l'autre sens. Nous avons un establishment très puissant dans ce pays, ce qui est un peu une énigme pour les Américains. Ils ne comprennent pas vraiment cela. Cela vient de la famille royale, d'un sentiment de classe que nous avons dans ce pays, un privilège lié à la richesse, vous savez, qui remonte aux riches propriétaires terriens qui faisaient la loi, tandis que les paysans faisaient tout le travail difficile, et ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Mais il y a certainement encore ce sentiment d'establishment. Et si vous osez défier l'establishment, vous pouvez rapidement vous retrouver dans de très beaux draps. Et ici, les gens sont probablement naturellement un peu plus polis que les Américains à ce sujet, un peu plus révérencieux. Nous continuons à saluer la monarchie, ce que vous trouverez complètement absurde. Mais je me dis toujours que s'il n'y avait pas eu le roi George III devenu fou, vous auriez encore une monarchie et vous auriez peut-être même un roi perse. Et est-ce que l'Amérique ne s'en porterait pas mieux si c'était le cas? Mais oui, je pense que c'est une critique juste. Les Américains ont tendance à avoir cela. C'est pourquoi je pense que l'un des grands moments de la campagne de Trump a été le fight, fight, fight. Blessé par balle, c'était cette réaction instinctive, combative de se battre. Nous sommes aussi une nation de combattants, mais nous avons été matraqués jusqu'à la soumission sur des questions comme la liberté d'expression. Je me sens très mal à l'aise quand je vois des gens, des grands-mères, être arrêtés et emprisonnés pour quelque chose qu'elles ont publié sur Facebook, même si ce qu'elles publient est offensant, horrible et ignoble. En fait, comme Churchill lui-même l'a dit, la question de la liberté d'expression, ce n'est pas d'écouter des choses avec lesquelles on est d'accord. C'est la capacité d'entendre des choses avec lesquelles on est vraiment en profond désaccord. Mais accepter le droit de quelqu'un à la liberté d'expression, je comprends qu'il y ait des limites concernant l'incitation à la haine et à la violence. Bien sûr qu'il y en a. Mais vraiment, des personnes âgées qui déblatèrent sur Facebook, elles vont en prison. Quand on pense au type de personnes qui ne vont pas en prison de nos jours, je crois que beaucoup de gens en Grande-Bretagne se sentent mal à l'aise face à cette censure rampante. Et en tant que personne qui a perdu son emploi, un poste important ici à cause d'un exemple grossier de censure, c'est un cas où, ironiquement, l'organisme de régulation britannique de la télévision, ce qui est un concept que les Américains ne comprennent vraiment pas, nous avons un régulateur de la télévision appelé Ofcom qui régule comment les gens peuvent se comporter à l'antenne. Ils ont finalement statué en ma faveur et ont déclaré que si je n'avais pas pu dire ce que j'ai dit ce jour-là dans Good Morning Britain à propos de Meghan Markle, cela aurait constitué une atteinte glaçante à ma liberté d'expression. Mais pourquoi une entreprise médiatique doit-elle se faire rappeler cela par le régulateur de la télévision? C'est complètement absurde. Donc, je pense que vous avez le premier amendement, qui est un outil incroyablement fort et puissant, et je pense qu'il nous manque quelque chose de ce genre ici. Et je pense vraiment qu'Elon Musk a fait beaucoup de choses à ce sujet sur X. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je pense certainement qu'il a mis le doigt sur quelque chose, à savoir que l'instinct naturel de nos jours est de censurer les gens. Et c'est une voie dangereuse à emprunter. À suivre. Décris-moi une journée typique pour toi, parce que je pense que les gens veulent savoir qui tu es en dehors du travail, parce que tu es évidemment très impliqué, tu suis la politique. Tu offres clairement une plateforme aux gens pour au moins élargir leur esprit. Même s'ils ne sont pas d'accord, ils entendent une version différente des faits. Mais qui es-tu vraiment en dehors du travail? Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai été journaliste toute ma vie, donc je me considère comme je suis accro à l'actualité.
Quand j'avais 7 ou 8 ans, on recevait le journal Daily Mail. À l'époque, c'était évidemment juste un journal papier. Et ma mère se souvient que je le feuilletais. J'avais 7 ans, je lisais les gros titres du Daily Mail et je posais des questions sur les histoires. Ce n'est pas normal. Donc j'avais ça dans le sang. Il y avait quelques journalistes du côté de ma mère, dans la famille, et j'avais ce côté accro à l'actualité. Je devais savoir ce qui se passait. On pourrait dire que je suis une commère invétérée. Et c'est en partie parce que j'ai envie d'être le premier à avoir une information, puis de la partager. Quoi de plus excitant que d'être le premier à savoir quelque chose et ensuite de le révéler au monde? Donc c'était dans mon sang. Et même aujourd'hui, je reçois 5 journaux à la maison, chaque jour sur mon paillasson. Et j'adore ça. J'ai dirigé 2 grands journaux au Royaume-Uni, 2 grands quotidiens nationaux pendant 10 ans, et j'adore le bruit sourd des journaux qui tombent, ce qui peut sembler très anachronique pour quelqu'un qui est maintenant youtubeur. Et je suis conscient que les journaux sont en train de disparaître, en gros. Et vous savez, mes enfants, mes fils ont 31, 27 et 24 ans, ils ne lisent évidemment pas les journaux papier, ils lisent tout sur leur téléphone ou peu importe le support. Donc je fais partie d'une génération mourante de personnes qui aiment encore les journaux. Mais j'adore le bruit sourd de 5 journaux. Je reçois le Times, le Telegraph, le Daily Mail, le Sun et le Financial Times, et ils tombent avec un bruit sourd. Et ça me donne toujours de l'énergie. Et c'est souvent tôt, vers 5 heures du matin, je me lève tôt. Je pense que dormir, c'est tricher, je me lève tôt et je lis le journal, je les épluche avec mes anciens réflexes d'éditeur, c'est-à-dire juste pour voir ce qui se passe. Ensuite, je passe sur mon téléphone, je consulte tous les sites américains, le New York Post, le New York Times, le Daily News, peu importe lequel, le LA Times, je regarde X évidemment pour voir ce qui s'y passe. Je regarde ce que tu fais, quel chaos tu es en train de provoquer, et quelques-unes des grandes figures de MySpace pour voir qui fait quoi, quelle vidéo circule, ce qui est tendance. Et donc, vers 7 heures du matin, j'ai déjà une très bonne vue d'ensemble, non seulement de ce qui se passe ici, ce que je fais par habitude en réalité, car tout mon contenu est désormais principalement destiné à un public américain, mais j'aime le fait de vivre ici la plupart du temps. J'ai un pied-à-terre à Los Angeles et je vais en Amérique 3 ou 4 mois par an, mais je considère cet endroit comme chez moi. J'adore l'actualité. Donc, à 7 heures du matin, je sais tout ce qui s'est passé et je sais sur quoi je devrais réfléchir, ce que je devrais préparer pour mon émission. Et à ce moment-là, peut-être vers 10 heures, mon showrunner Alex m'appelle et il m'explique le plan pour l'émission. Pour certaines réservations, j'ai été impliqué, d'autres seront une découverte pour moi. Nous aurons un mélange d'entretiens en tête-à-tête et de débat. Aujourd'hui en est un exemple classique. Nous avons un entretien en tête-à-tête avec vous. Nous avons un tête-à-tête avec Eric Weinstein. Nous avons un grand débat sur Israël, Gaza, la situation actuelle, et nous aborderons aussi l'Iran et l'Ukraine. Et ensuite, nous aurons un grand débat sur l'Amérique, et probablement aussi en tenant compte de Trump et de ce paiement de 15 millions de dollars qu'il a reçu d'ABC, ce qui est un moment extraordinaire pour les médias traditionnels, lorsqu'ils doivent remettre à Donald Trump un chèque de 50 millions de dollars pour l'avoir traité de violeur, ce qu'ils font tous en toute impunité depuis des années. Je pense que ce sont des sujets de discussion fascinants autour de la machine à café. Donc la journée est plutôt bien planifiée. Mais comme tu le sais, tout peut arriver. Je sais, je me suis déjà retrouvé à me féliciter discrètement d'un travail bien fait, à rentrer chez moi, peut-être à ouvrir une bonne bouteille de Bordeaux français, à en boire une gorgée, et puis j'apprends que Trump vient de se faire tirer dessus. Et là, tu sais, et je sais, bon, eh ben, les 3 prochaines semaines sont fichues et tout change. Donc j'adore ça. Encore une fois, j'aime le dynamisme de l'actualité où tout peut littéralement basculer en un instant. Et tout au long de la journée, je continue à lire des choses, à parler avec des gens. Il m'arrive de discuter avec quelques personnes qui ont un point de vue d'expert sur l'un de ces sujets. Tu te fais une idée de ce qu'ils pensent. Tu essaies toujours de percer à travers tout le bavardage, le bruit et les personnes aux extrêmes du débat. Maintenant, ce qu'il faut savoir à propos de X, c'est que je pense qu'avec Elon, ça va peut-être un peu mieux maintenant, mais avant, 10% des gens sur X faisaient 80% du bruit. Et quand on y pense, ce sont généralement ceux qui penchent vers les extrêmes. Il y a beaucoup de bruit extrême et il faut réussir à dépasser ça pour atteindre un noyau de débat plus intéressant et rationnel, où les gens ne savent pas forcément de quoi ils parlent. Je ne suis peut-être pas d'accord avec eux, mais j'ai toujours envie de comprendre leur point de vue. Comme quand toi et moi débattons, je me dis souvent,
Bon, je ne suis pas d'accord avec toi, mais en fait, c'est un débat vraiment intéressant, non? Tu as fait l'effort de construire ton opinion. Tu ne te contentes pas de répéter la première chose que tu as vue sur TikTok. Et je pense que c'est ce genre d'invité que j'apprécie. J'aime encore plus quand je ne suis pas d'accord avec eux, parce que c'est plus intéressant. Tu es dans une petite exploration, un voyage, et je n'aime plus être comme avant. Avant, j'étais très intransigeant. Je veux dire, on peut revenir sur certains de mes moments les plus intransigeants dont je ne suis pas particulièrement fier aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'apprendre des autres. Il m'arrive souvent, à la fin d'un débat, de dire aux gens, tu sais quoi, j'ai tellement appris grâce à ce débat. Et c'était vraiment intéressant. Et c'est particulièrement fascinant quand on a deux groupes de personnes qui connaissent les faits mais les interprètent différemment, sans pour autant remettre en cause la réalité de ce qui s'est passé. Ils disent simplement, à mon avis, cela signifie X, Y, Z. Et l'autre personne répond, non, 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 ça veut dire boum, boum, boum. Essayez de comprendre en fait qu'est-ce que cela signifie vraiment. On me dit souvent que si l'on remonte au début du conflit entre Israël et la Palestine, disons en 48, même si on peut remonter bien plus loin, mais prenons 48 comme point de départ, on pourrait construire un très bon argument pour les deux camps sur les 75 années suivantes. On pourrait, si l'on se contentait de prendre du recul et d'examiner une série de faits pour essayer de présenter l'argument en faveur d'Israël ou des Palestiniens, produire un exposé convaincant pour les deux parties. Et il y avait un journaliste juif nommé Jonathan Friedland qui a effectivement dit cela, ce que j'ai trouvé intéressant. Et je suis en quelque sorte d'accord avec ça pour presque toutes les questions. Et le défi consiste à vraiment entrer dans le vif de ces débats, à analyser les faits, à écouter les différentes opinions, puis, espérons-le, selon la force de l'argumentation, les téléspectateurs à la maison, premièrement, apprennent beaucoup de choses. Ce qui, pour moi, serait l'émission parfaite, qu'ils apprennent des choses. Mais aussi, deuxièmement, qu'ils puissent se forger leur propre opinion. Peut-être qu'ils penchent d'un côté, peut-être de l'autre, ou peut-être qu'ils se situent quelque part au milieu. Pour moi, c'est ça, un vrai bon débat. Avez-vous des arriérés d'impôts? Les aides liées à la pandémie sont désormais terminées. En plus de l'embauche de milliers de nouveaux agents et inspecteurs, l'IRS a lancé 2024 en envoyant plus de 5 millions de lettres de mise en demeure à ceux qui n'ont pas déposé leur déclaration de revenus ou qui ont des soldes impayés. Ne renoncez pas à vos droits et ne leur parlez pas seuls. Ils ne sont évidemment pas vos amis. Tax Network USA, un cabinet de confiance spécialisé dans l'allègement fiscal, a permis à ses clients d'économiser plus d'1 milliard de dollars en arriérés d'impôts et peut vous aider à obtenir le meilleur accord possible. Que vous deviez 10 000 ou 10 millions de dollars, ils peuvent assurément vous aider. Que ce soit pour des impôts professionnels ou personnels, même si vous avez les moyens de payer ou que vous vivez avec un revenu fixe, ils peuvent enfin vous aider à régler définitivement vos dettes fiscales. Alors appelez le 1-800-958-1000 pour une consultation privée et gratuite ou rendez-vous sur tenusa.com Candace. Encore une fois, c'est tenachusa.com Candace. Oui, qu'en penses-tu vraiment, Israël et la Palestine? Je pense que, En enlevant ta casquette de journaliste, que je sais que tu portes souvent. au niveau humain, je vais te dire ce que j'en pense. Je pense que le 7 octobre est l'une des pires choses que j'ai jamais vues. Je pense que la riposte, comme je l'appelle, d'Israël a désormais largement dépassé ce qui est acceptable. J'ai un problème avec les personnes qui veulent qualifier cela de génocide purement d'un point de vue technique, car en réalité, la définition de génocide voudrait dire que si Israël avait tué 1 million de personnes, je pourrais accepter l'argument selon lequel il s'agit d'un véritable génocide. C'est plus complexe pour moi en tant que journaliste lorsque j'observe cela et que je le compare à d'autres génocides et à d'autres guerres. Si l'on prend l'argument central d'Israël, qui est de mettre de côté tout ce qui s'est passé avant, et de ne considérer que le 7 octobre et son ampleur, avec 250 personnes enlevées, y compris des bébés et des survivants de l'Holocauste, avec 3000 personnes franchissant la frontière pour attaquer sans discrimination, tuant 1200 personnes et en blessant près de 7000 autres. Si l'on considère l'ampleur de ce qui s'est passé, le Hamas savait ce qu'Israël allait faire en guise de riposte. Le Hamas s'est indiscutablement enterré dans des zones civiles de manière tout à fait délibérée pour des raisons d'autoprotection. Et Israël, je ne pense pas qu'ils aient été autre chose qu'indiscriminés en réalité dans bon nombre de leurs attaques sur ces zones, en particulier sur les camps de réfugiés. Je trouve que certaines des choses qu'ils ont faites là-bas sont totalement injustifiables. Et je pense que cela a duré beaucoup trop longtemps et que ça doit cesser. Et je pense que j'ai toujours demandé aux gens, tout au long des débats, quelle serait une réponse proportionnée. Je n'avais pas la réponse. Je ne savais pas quoi répondre.
Quelle est la réponse proportionnée appropriée face à l'ampleur du 7 octobre? Et cela avant même de prendre en compte le contexte, l'histoire, ce que les gens considèrent comme l'occupation des Palestiniens et la situation épouvantable de 2 millions de Palestiniens à Gaza depuis si longtemps. Cela n'entre pas en ligne de compte ici. C'est juste, il faut absolument le faire. Quelle est la réponse proportionnée qui serait acceptable? Je pense qu'Israël est allé bien au-delà de ce qui est acceptable. Cependant, je comprends leur argument selon lequel ils réagissent, à leurs yeux, à une attaque terroriste odieuse et qu'ils ont juré d'éliminer les terroristes du Hamas qui ont commis cela et que la seule façon d'y parvenir est de procéder comme ils le font. Et je comprends que c'est leur argument et je comprends que pour moi, cela est différent d'un pays menant un génocide total contre un peuple. Donc je pense que c'est compliqué et je n'ai pas toutes les réponses. Mais alors que nous sommes ici maintenant, cela doit cesser. La destruction de Gaza est devenue totalement incontrôlable. Je veux dire, une grande partie de Gaza est désormais inhabitable. Je pense que l'expansion agressive en Cisjordanie a été une forme de terrorisme qui est totalement inacceptable. Je pense que certains propos de certains membres du cabinet ont frôlé le génocidaire. Et je pense qu'il y a clairement des membres du cabinet Netanyahou qui, en réalité, n'auraient aucun problème si tous les Palestiniens quittaient Gaza dès maintenant. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas un potentiel pour qu'une forme de génocide se produise ici. On pourrait regarder cela dans 2 ans et tu pourrais me dire, eh bien, on t'avait dit que c'était un génocide. Ce qu'ils ont fait. Ils ont éliminé tous les Palestiniens, cela pourrait arriver. Et je prie pour que cela n'arrive pas. Et je prie pour que, comme je l'ai toujours pensé, la seule issue à tout cela soit un nouveau leadership de part et d'autre. Comme nous l'avons vu en Irlande du Nord après de nombreuses décennies de guerre horrible entre l'IRA et les loyalistes, ils ont finalement atteint la paix parce que des dirigeants comme Clinton, Blair et tous ces gens se sont réunis. Ils étaient déterminés à y parvenir et ils ont réussi à instaurer une paix où aujourd'hui les habitants d'Irlande du Nord vivent dans une relative paix et sécurité et ils cohabitent alors qu'ils étaient autrefois en guerre les uns contre les autres. Ce serait incroyable de penser que cela puisse arriver. Mais je pense que nous en sommes encore très loin aujourd'hui. Voilà, c'est mon avis honnête en tant qu'humain. Je pense que c'était une vision honnête de la situation. J'ai un bon radar pour l'honnêteté. Je pense que tu fais preuve de beaucoup d'honnêteté et je trouve que c'est vraiment courageux de ta part de le dire parce que c'est tellement étrange pour moi qu'on en soit arrivé à un point où les gens ont trop peur de dire que ce qui se passe est allé trop loin parce qu'ils craignent de perdre leur emploi. Et cela en dit long. Et je veux dire, j'appelle ça les médias du parti Likoud en Amérique. Ils ont une sorte d'emprise sur les médias et ils vont jusqu'à te diffamer, te salir et faire comme si tu étais un sympathisant nazi, ce qui devient vraiment délirant. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, et on peut sentir leur frustration, c'est que le jeu médiatique a changé. Plus personne ne se soucie de ce qui est écrit. Plus personne ne se soucie de qui ils salissent, de qui ils diffament. En fait, d'une certaine manière, quand ils mènent ce genre d'attaque qui ne repose sur aucune réalité, cela aide la personne visée. Vous voyez, la personne gagne en crédibilité. On lui accorde plus de crédit parce que les gens se disent, d'accord, il a essuyé toutes ces attaques et toutes ces critiques parce qu'il a dit quelque chose de vrai et d'humain. Selon vous, quelle est la trajectoire que prend le paysage médiatique américain? Parce que je pense que les médias traditionnels Sont en très grande difficulté. Je veux dire, ce paiement de 15 millions de dollars d'ABC à Trump pour avoir menti à son sujet, c'est vraiment un tournant, non? Parce que la victoire de Trump a été si large, si totale et une telle désaveu des médias traditionnels. Il l'a essentiellement fait en passant par YouTube et les podcasteurs. Il a simplement contourné les voies traditionnelles d'une campagne présidentielle. Et ça a été incroyablement efficace. Mais c'est aussi l'histoire du garçon qui criait au loup. Je me souviens des 2 premières années du premier mandat de Trump où l'on parlait de collusion avec la Russie. La Russie à répétition. Quand on répète suffisamment souvent, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de collusion avec la Russie. Trump n'a pas travaillé avec les Russes pour truquer l'élection. C'était des mensonges vieux comme le monde. Et je pense qu'une grande partie des médias savaient que c'était des mensonges. Quand on perpétue un mensonge d'une telle ampleur pendant si longtemps, mais avec un tel zèle évident pour le faire tomber. Et je pense que c'est ce qui m'a frappé. Peu importe ce que l'on pense de Trump, et je connais Donald Trump depuis longtemps, je vois le bon, le mauvais et le pire en lui. Et il a vraiment les trois. Eh bien, je pense qu'il est devenu un homme changé depuis la fusillade et depuis l'élection.
Et on pourra peut-être en parler, mais c'est très intéressant à observer pour quelqu'un qui le connaît depuis longtemps. Mais je pense que si vous lisez le livre de Trump, The Art of the Deal, tout son principe, c'est si tu me donnes un coup, je t'en rendrai 10. Donc, pendant les 2 ou 3 premières années de sa présidence, tout le monde l'attaquait dans les médias traditionnels, matin, midi et soir, parce qu'il rendait 10 coups pour un. C'était du contenu parfait pour les journaux, c'était excellent. C'était du carburant pour les chaînes d'information en continu, c'était un vrai spectacle. Mais en quoi cela a-t-il servi le peuple américain? Ça ne l'a pas fait. Et au final, Trump dit qu'il a gagné en 2020. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que Biden a gagné par défaut à cause de la pandémie et ses conséquences. C'était très serré, ça aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre, mais au final, je pense que c'est Trump qui a perdu. L'ampleur de sa victoire, cette fois-ci, montre que beaucoup de gens ont eu des remords d'acheteurs concernant Biden et probablement aussi des remords de vendeurs concernant Trump. En fait, malgré tous ces problèmes de rhétorique, et disons-le poliment, malgré cela, en tant qu'instrument brut qui fait avancer les choses, il peut être très efficace. Et j'ai souvent dû débattre avec des gens à propos de la façon dont il mène la politique étrangère des États-Unis, la façon dont il va parler à Poutine, à Kim Jong-un, et j'aime ça. Je pense que ça les désarme. Ils ne savent pas vraiment quoi penser de Trump. Je soupçonne qu'ils craignent bien plus Trump en raison de leurs relations personnelles et de son imprévisibilité notoire que le comportement bien plus conventionnel du genre vous êtes tous des méchants. On va vous traiter comme des méchants. Et c'est tout. Donc je pense que Trump les a, d'une manière étrange, complètement sous sa coupe grâce à sa ruse. Et je pense que cela pourrait être assez efficace dans la façon dont il mène sa politique étrangère. Mais je pense aussi que lorsqu'il s'agit de choses comme son instinct naturel pour le mur, l'immigration, le coût de la vie, tous les trucs de base, les trucs éveillés, il dit j'interdis simplement tout sport féminin transactionnel. Génial, génial. Et je pense que beaucoup d'Américains ont répondu oui, oui, cela ne devrait même pas être ambigu. Et évidemment, si nous laissons passer 10 millions d'immigrants illégaux en 4 ans, cela ne peut pas être bon pour l'Amérique. Comment est-ce possible? Nous avons besoin d'une bonne immigration. Bien sûr que oui. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et nous avons le même problème dans ce pays. Vous le soulevez. Près d'1 million de personnes sont arrivées l'an dernier dans ce pays. La migration nette est insoutenable pour une petite île de 67 millions d'habitants. C'est pourquoi des personnes comme Nigel Farage deviennent populaires. Je veux dire, je ne pense pas qu'il le soit. Je pense que c'est quelqu'un qui alerte depuis longtemps sur le danger d'une migration incontrôlée. Et beaucoup de gens à travers le monde réalisent maintenant que des personnes comme lui et Trump avaient raison de tirer la sonnette d'alarme. Et ce n'est pas être raciste que de s'en préoccuper. Donc je pense que toutes ces choses flottent un peu partout, et au milieu de tout ça, je me suis retrouvé à me demander qui suis-je maintenant? N'est-ce pas? Qu'est-ce que cela fait de moi? Politiquement parlant, où est-ce que je me situe? Où est-ce que je me place dans tout ça? Et c'est une question intéressante d'auto-analyse. Je ne connais pas vraiment la réponse exacte, si ce n'est qu'il m'est plus facile de redevenir journaliste et de ne pas vraiment essayer de comprendre où je me situe. Parce que le balancier n'a cessé d'aller d'un extrême à l'autre. Des personnes autrefois considérées comme étant de gauche, comme Bill Maher, le sont-elles encore aujourd'hui? Bill Maher est-il de gauche? Il souhaite peut-être encore être qualifié ainsi. Et j'aime beaucoup Bill, mais en réalité, je dirais qu'il est certainement centriste au mieux. Et on pourrait même dire cela pour beaucoup de sujets. On pourrait presque dire qu'avec le mouvement du balancier, il penche légèrement vers la droite. C'est à quel point la gauche woke a poussé les choses. Ils ont poussé des gens comme moi et Bill, qui étions des libéraux traditionnels, à penser que finalement, nous n'avons rien en commun avec vous. Si vous vous sentez stressé à offrir à votre famille des fêtes, vous n'êtes pas seul. Les prix restent élevés et les cartes de crédit sont à la limite. Reprenez le contrôle de vos finances et remboursez vos dettes. Si vous êtes propriétaire, American Financing peut vous aider à débloquer la valeur nette de votre maison et vous pouvez commencer à économiser dès maintenant. Leurs clients économisent en moyenne 800 $ par mois. Imaginez ce que cela pourrait signifier pour votre famille. Et en plus, si vous agissez maintenant, vous pourriez même reporter 2 paiements hypothécaires, ce qui vous donnerait de l'argent supplémentaire pour la saison. Et ne serait-il pas agréable de commencer la nouvelle année sans cette dette et ces paiements mensuels minimum? Cela ne coûte absolument rien de découvrir combien vous pourriez économiser. Noël sera là avant que vous ne vous en rendiez compte. Alors appelez dès aujourd'hui l'un des conseillers hypothécaires d'American Financing rémunérés sur salaire. Vous pouvez appeler dès maintenant au 807 95 12 10. Encore une fois, ce numéro est le 807 95 12 10 ou visitez americanfinancing.net Owens.
Encore une fois, c'est americanfinancing.net Owens. C'est bien ça, absolument. D'accord, donc vous avez été dans la même pièce que beaucoup de personnes influentes, vous avez rencontré Trump et appris à connaître sa personnalité et vous interprétez clairement les signes correctement. Qui est la pire personne que vous ayez côtoyée? Je veux dire, pour les gens qui regardent ceci, vous avez fait la fête à l'époque avec tout le monde, y compris Madonna. Vous avez vraiment fréquenté des personnes très puissantes. Elle est horrible. Elle est vraiment horrible. Madonna est horrible. Oui, elle est foncièrement horrible. Je veux dire, elle a publié aujourd'hui une photo truquée par l'IA. Je crois que c'est le pape en train de la peloter ou quelque chose comme ça. C'est du Madonna tout craché. C'est vraiment le pire genre de recherche d'attention pathétique, garantie d'énerver les catholiques comme moi. Tu te demandes pourquoi elle ferait ça? C'est tellement pathétique, tellement puéril, c'est juste pour attirer l'attention. Et ça a toujours été toute sa raison d'être. Elle était une grande pop star dans la vingtaine, mais maintenant elle est juste une honte totale. Mais je ne pense pas vraiment qu'elle soit... Je ne la qualifierais pas ainsi. Selon la définition de ce que tu recherches, est-ce une personne dangereuse et mauvaise? Non, c'est juste quelqu'un qui cherche l'attention et qui devient de plus en plus insignifiante. Les mauvaises personnes sont des personnes. Les mauvais acteurs dans le monde sont ceux qui ont réellement une vision malveillante du monde et la capacité de la mettre en œuvre. Quand tu repenses à ce que faisait l'État islamique, par exemple pendant les 20 premières années de ce siècle, c'était foncièrement mal ce qu'il faisait. Et vous pouvez dénoncer les dirigeants de l'EI et dire que vous êtes des gens inhumains, sous-humains et mauvais qui tentent d'obtenir ce califat, qui ne tolère rien. Les Occidentaux, en Occident. Ouais, j'en viendrai à cela. Disons, évidemment, nous avons donc des acteurs manifestement mauvais sur la scène mondiale. En ce qui concerne les personnes qui dirigent des pays, mon plus gros problème n'est pas qu'elles soient mauvaises, c'est qu'elles sont incompétentes, ce qui peut être tout aussi grave. Mais quand j'entends Elon Musk parler souvent de ce sujet, il est tellement brillamment compétent, il opère à un niveau de compétence si élevé qu'il trouve les personnes incompétentes incroyablement irritantes. Et je comprends ce qu'il veut dire. Je pense que si l'on regarde les dirigeants mondiaux, il y a beaucoup de personnes incompétentes. Je ne pense pas qu'elles soient mauvaises. Angela Merkel en est un bon exemple. Je ne dirais pas que c'était une mauvaise personne. Elle n'est pas dénuée d'intelligence. Elle s'est révélée incroyablement incompétente et a causé beaucoup de chaos dans son pays, malgré les éloges qu'elle recevait alors. Jacinda Ardern, tu te souviens, la première ministre de la Nouvelle-Zélande, était saluée comme l'héroïne du Covid à cause de toutes ses positions extrêmes sur le confinement et ainsi de suite. Mais l'histoire n'a pas été tendre avec elle non plus. Donc je pense que pour beaucoup de gens, tout se résume à la compétence de base. L'un des problèmes de Boris Johnson, ici, dans ce pays, était simplement son caractère généralement brouillon. Le niveau de compétence semblait très faible. La première fois, Trump paraissait chaotique et donc, en quelque sorte, problématique. Potentiellement un problème de compétence. Cette fois, il s'entoure de personnes incroyablement performantes et compétentes comme Elon. C'est ce qui rend la situation vraiment intéressante pour moi. Et c'est pourquoi je pense que son prochain mandat pourrait être véritablement transformateur. Et certains pourraient dire que Trump est un mauvais type. Je ne pense pas que ce soit un mauvais type. Je pense que c'est quelqu'un qui, la première fois, était entouré des mauvaises personnes et se faisait attaquer si impitoyablement par les médias que sa seule réponse était de les attaquer avec autant de virulence. Cette fois, je le trouve plus calme, mieux organisé. Il a choisi son cabinet en un temps record. Il a choisi des personnes qui sont perturbatrices, mais elles sont intelligentes et elles vont simplement fonctionner d'une manière différente pour établir ce que les gens feraient. Mais il a Elon Musk à ses côtés qui l'aide tout au long de tout ça. C'est une combinaison redoutable. Les instincts de Trump et la capacité et les instincts d'Elon à opérer à un niveau très élitiste. Donc, est-ce que tu... Tu penses que je vais juste nuancer sur le sujet d'Elon Musk et en fait, je ne nuance même pas. Je me retrouve tout simplement perplexe à ce sujet. Je me demande si nous n'attribuons pas trop de super-héroïsme à Elon Musk parce qu'il a fait cette chose incroyable, avoir libéré de la... Oiseau. Je pense qu'il pourrait bien être un super-héros. Parce que Vivek Ramaswamy, super-héros. Eh bien, je l'aime aussi. Mais Elon Musk, je suis juste. Mais regardez ses réalisations. Je me dis, qu'est-ce que je sais d'Elon Musk? Laissez-moi. vous aider. Laissez-moi vous aider à répondre à cette question. Ce que vous savez, c'est que presque toutes les entreprises qu'il lance, tout le monde les condamne à l'échec immédiat. Tous pensent voués à l'échec. C'est impossible. C'est toujours fait à une échelle massive, avec un plan massif, et il a tenu ses promesses.
Je veux dire, regardez SpaceX. SpaceX est probablement l'entreprise la plus convoitée au monde en ce moment par tous les autres entrepreneurs à succès. Si vous leur demandez, ils pensent tous que SpaceX est l'entreprise numéro 1 au monde. Et c'est lui qui l'a créée. Et les gens disaient mais que ça ne marcherait jamais. C'était, selon eux, jeter de l'argent par les fenêtres, ça ne marcherait jamais. Regardez ce que SpaceX fait aujourd'hui dans le monde entier. Regardez les systèmes de satellites, c'est déjà à un niveau totalement différent de tout ce qu'on a pu voir. J'ai même vu l'autre jour qu'il prévoyait d'aider à résoudre le problème de la campagne au Royaume-Uni. Si vous vivez à la campagne, vous n'avez pas de réseau téléphonique. Il a dit, je vais régler ça pour vous, d'accord? Il pense simplement, je vais réparer la Grande-Bretagne et son problème de réseau téléphonique. C'est comme ça qu'il réfléchit. Je me suis assis avec lui quelque part en France pendant quelques heures et il parlait de Neuralink et de ce que ça fait, de SpaceX et de ce que ça fait, et de Tesla. Et encore une fois, Tesla était nul au début. Tout le monde disait que ça ne marcherait jamais. Aujourd'hui, c'est la société de voitures à énergie verte la plus performante au monde et les voitures iront dans cette direction. Il a une longueur d'avance sur tout le monde et comprend qu'on ne peut pas tout faire en même temps, ainsi que d'autres choses. Mais il a bâti une entreprise incroyablement transformatrice et de grande envergure. Ensuite, vous regardez X et ce qu'il a fait là, où la statistique la plus étonnante de l'autre jour est passée de 67% de démocrates, 32% de républicains sur X, à savoir que c'est plutôt 50. 50. C'est Elon Musk. Il a rétabli l'équilibre. Il a facilité la tâche aux conservateurs pour qu'ils ne soient pas déplatformés et renvoyés simplement en raison de leur allégeance politique. Encore. Il a donc démocratisé, si vous voulez, cet outil de médias sociaux très antidémocratique, mais extrêmement populaire et puissant. Alors je regarde toutes les choses qu'il a faites et je me demande quel est le fil conducteur ici. Tout cela est une force pour le bien. Tout cela est finalement conçu pour nous sauver de nous-mêmes. Il colonise Mars, il utilise des robots humanoïdes et il fait toutes ces autres choses. Mais regardez la chose, la fusée spatiale, quand elle a atterri dans le berceau, c'est tout simplement l'ampleur ahurissante de l'ambition que Musk possède. Et il croit que nous atteindrons Mars de son vivant et que nous commencerons à la coloniser. Et il pense que c'est vraiment important. Donc ce que je veux dire, c'est que si on y réfléchit, qu'est-ce qu'un super-héros ? Un super-héros, c'est quelqu'un qui pense à une échelle immense pour le bien des gens et qui, souvent, sauve les gens d'eux-mêmes, selon ce critère. Je ne dis pas que c'est un être humain parfait. Il peut être difficile et tout le reste. Bien sûr qu'il le peut. Et il ne dirait pas lui-même qu'il est parfait, mais selon les critères d'un super-héros qui, dans le monde aujourd'hui, a un impact transformateur plus grand qu'Elon Musk. Qui ? Donnez-moi un nom. Qui fait plus de bien pour le monde ? Eh bien, Non, il n'y a pas de doute. C'est pour ça que je veux faire la distinction, parce que... Alors, à quoi sert le mais? Je suis tout à fait d'accord qu'il a énormément de succès et qu'il apporte au monde des choses incroyables. On ne pourra jamais lui enlever ça. Et ce qu'il a fait pour Twitter, X, peu importe, il a libéré l'oiseau. Honnêtement, je pense qu'il a sauvé la civilisation occidentale. On était si proches. C'était vraiment une période sombre après le Covid. Ce que je veux dire, c'est que traduire ça immédiatement par voudriez-vous que cette personne soit au gouvernement? Eh bien, malgré toutes ces réalisations incroyables dans le passé, les opinions d'Elon Musk étaient en fait plutôt de gauche, droite. Donc, malgré toute cette brillance, il continuait à suivre le mouvement jusqu'à ce que la chose mange un de ses enfants. Il a dit « Attends, qu'est-ce qui se passe ?» mais Trump l'était aussi dans une certaine mesure. C'était le cas. Non, Trump a été... Un homme d'affaires. Il s'occupait de son argent, mais il n'a jamais été woke de gauche. D'accord. Mais Trump a quand même soutenu l'interdiction des armes d'assaut. Il était d'accord. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, tu regardes ces gens, Joe Rogan, toutes ces personnes, et il y a beaucoup de gens, RFK, Tulsi Gabbard, beaucoup de gens dont on aurait pu dire qu'ils penchaient plutôt du côté des démocrates, en réalité. Mais C'est très bien. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, j'aimerais approfondir davantage ces idées parce que, et je le dis d'un point de vue religieux, car je ne suis en réalité pas favorable à l'agenda humaniste. Je ne suis pas enthousiaste à propos de Neuralink. Je ne suis pas enthousiaste à propos de tout ça. Oui, moi, il faut des paraplégiques. Les gens, peuvent communiquer. je pense juste que c'est un pas de trop. Oui, ça ne me plaît pas vraiment. Oui, Tu vois, moi, ça me plaît. c'est un peu la grande équation quand on commence à parler de FIV et d'un grand débat qui fait rage ici. D'ailleurs, je crois que vous venez de l'approuver, non? Les capsules de la mort. J'ai juste entendu parler de ça et j'aimerais en savoir plus. Donc, ce n'est pas vraiment un jugement contre lui, c'est plutôt que maintenant qu'il est au gouvernement, j'aimerais vraiment creuser et comprendre davantage ce qu'il pense. Et surtout, hors du gouvernement. C'est vrai. Donc, il était un peu détaché.
Ce que je pense, c'est que si je devais parier sur quelqu'un pour réduire la bureaucratie inutile et les dépenses du gouvernement fédéral, ce serait Elon Musk, où j'aimerais qu'il vienne ici et le fasse ici. Oui, je suis très... Content sujet, innove. J'ai une question. Si Elon Musk était à la tête d'un service national de santé ici, que se passerait-il? Ce serait génial. Je peux garantir qu'il le redresserait. Ce type est un génie. Donc je pense que c'est un super-héros. Ce n'est pas sans réserve, mais je ne pense pas avoir déjà vu quelqu'un. Eh bien, ce que je trouve très intéressant avec Musk, c'est ce que je pense. On voit très rarement ce niveau d'intelligence d'élite mêlé à un amour d'être une célébrité, ce qui est clairement son cas, et à la lumière des projecteurs, avec une confiance en soi absolument glaciale pour se soutenir lui-même. C'est ce que j'aime chez lui. Il est prêt à tout miser sur ses propres intuitions jusqu'à un certain point. Trump est un peu comme ça. Et il fonce à travers tous les détracteurs. Tu dis, tu ne peux pas faire ça, parce que ça n'a jamais marché avant. Ils disent, ouais, bien sûr qu'on peut. Et ils le font. J'aime les gens comme ça. Ils n'auront pas toujours raison, mais c'est un peu comme le vieux Wayne Gretzky, les joueurs de hockey sur glace. Belle citation. Vous manquerez 100% des photos que vous ne prendrez jamais. Ces gars-là enchaînent les coups. Dans le cas de Trump, il a littéralement porté un coup à la démocratie, comme il l'a dit. Et je pense que Musk est un personnage tout simplement fascinant. Et quand j'ai passé un peu de temps avec lui, juste en petit groupe de 3 pendant 1 heure, c'était vraiment quelqu'un d'intéressant, mais on voyait qu'il vous regardait. Et parfois, on a l'impression qu'il devient un peu absent, que vous parlez de n'importe quoi, et que lui pense à la colonisation de Mars. Littéralement, son cerveau est déjà parti coloniser Mars. Et il a probablement juste eu une idée à ce sujet. Il a dit quelque chose d'intéressant, il a dit « il faut se souvenir de tout ce qu'il a dit ». Si tu répliques la Terre, si tu oublies une seule vitamine, tout le monde meurt là-bas. Donc tu ne peux rien oublier. C'est ça. C'est vraiment intéressant, mais au final, il dit qu'il faut avoir un autre endroit où aller. Sinon, un jour, ceci n'existera plus. Alors, que fais-tu? C'est fini. Donc, il essaye de nous sauver de nous-mêmes. J'aime bien ça. Très bien. Donc, la plupart du temps, quand une entreprise dit gratuit, ce qu'elle veut vraiment dire, c'est lisez les petites lignes. Il ne manque pas de publicité des grands opérateurs mobiles qui proposent le dernier iPhone gratuitement. Mais si vous regardez de plus près, vous réalisez que pour en bénéficier, vous devez échanger votre téléphone, qui vaut des milliers de dollars. Vous devrez aussi souscrire au forfait illimité à 100 dollars par mois et payer 35 dollars de frais d'activation. Et ça fait beaucoup d'argent pour un téléphone soi-disant gratuit, alors ne tombez pas dans le piège. Mais Puralk, ma compagnie de téléphonie mobile, a une meilleure option. Vous recevrez un tout nouvel iPhone 14 qui possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. En plus, vous bénéficierez d'appels et de SMS illimités, de 15 gigaoctets de données et d'un partage de connexion mobile, le tout pour seulement 50 dollars par mois. C'est la moitié du prix des grands opérateurs. Et vous obtenez un nouvel iPhone, alimenté par le réseau 5G le plus fiable d'Amérique. Alors rendez-vous sur puritalk.com Owen Soday. Changer d'opérateur est très facile. De plus, en allant sur puritalk.com Owens, vous bénéficierez de 50% de réduction supplémentaire sur votre premier mois. Encore une fois, c'est puretalk.com Owens. PureTalk, la compagnie mobile américaine. Tu crois? Je ne sais pas. Je pense que spirituellement, peut-être. J'ai juste quelques questions à ce sujet, ce qui m'amène à tes croyances. Tu es catholique. Oui, je le suis. Je viens de l'apprendre. Je suis catholique. J'ai reçu une guidance spirituelle de religieuse catholique 11 et 12 ans. C'est incroyable. Depuis 2 ans, la foi fait-elle partie de ta vie ou dirais-tu que tu t'en es éloigné? Vas-tu à la messe? Je vais à la messe, mais pas souvent. Je ne vais pas à la messe chaque semaine, mais j'y vais quand même. Et ma mère est toujours une catholique très fervente. Elle nous a tous élevés dans la foi catholique. Je crois en Dieu. Je crois au catholicisme, à ce qu'il représente. Oui, enfin, nous le sommes tous dans ma famille. Une grande famille catholique. Et oui, en fait, j'en tire beaucoup de réconfort. Et j'ai beaucoup de débats avec des gens comme Richard Dawkins et ces types-là, et je me dis, au final, pour moi, tout se résume à ça. L'athée n'a jamais pu m'expliquer ce qu'il y avait avant, rien. Et parce que le cerveau humain ne peut pas répondre à cette question, parce que comment le pourrait-on? Il faut accepter qu'il existe un être supérieur. Il le faut, sinon on serait capable de répondre à cette question. Et ils me regardent complètement furieux, mais je leur dis non, vous ne pouvez pas y répondre, parce qu'il faudrait être un être supérieur à l'être humain pour pouvoir comprendre ce genre de questions. Donc, puisque nous ne pouvons pas le comprendre, il doit forcément y avoir quelque chose de plus grand autour de nous. Absolument. Et je pense simplement que certains adorent la logique. Et je leur dis, d'accord, mais la religion apporte en réalité beaucoup d'autres choses que la simple logique pure. Mais rien qu'avec la logique, c'est pour ça que j'ai raison et que tu as tort. Je pense que ça les rend fous.
Je fais exactement le même raisonnement. Je me dis, Dieu est la chose la plus logique au monde, car tu ne peux pas m'expliquer ça. Donc, il doit y avoir quelqu'un. Ouais, et puis je pense que ça se résume à d'autres choses, à savoir, qu'attends-tu de la religion, de Dieu? Je trouve que prier est réconfortant, tu vois. Je ne le fais pas tout le temps, je ne prie pas tous les soirs, mais il y a des moments difficiles dans la vie où tu as juste envie de dire une prière. Et j'ai eu des prières exaucées et je l'ai vu arriver. Ça peut être une pure coïncidence, bien sûr que ça peut l'être, mais la force d'avoir la foi que quelqu'un, quelque part, a cette capacité de t'aider est vraiment puissante. Et je pense que les gens qui ont cette foi la ressentent vraiment. Et si d'autres personnes ne le ressentent pas, ne l'aiment pas et n'en veulent pas, d'accord, mais pourquoi vous obsédez-vous, comme ils semblent tous le faire, à propos de ce que nous croyons? Ayez votre propre non-croyance et croyez-y, c'est très bien, mais taisez-vous à ce sujet. Pourquoi ça vous dérange? Ça ne vous regarde pas si je crois en Dieu ou non, non? Si vous n'y croyez pas, très bien. Si vous pensez qu'à la fin de votre vie, c'est fini, que vous devenez de la nourriture pour vers et qu'il ne se passe plus rien, très bien. Je mourrai bien plus heureux que vous parce que je pense qu'il y a plein de belles choses qui m'attendent là-haut. Et ça me fait du bien. Vous devez, à mesure que vous vous rapprochez de la mort, vous sentir absolument affreusement mal parce que vous pensez que c'est fini pour toujours. Et vous ne pouvez même pas dire ce que signifie pour toujours, parce que vous n'avez aucune foi. Je ne pense pas que quiconque meurt. Les athées pensent aux derniers instants. Je parie qu'il y a des conversions à la dernière minute. Au cas où je tromperais, D'accord, alors je veux te poser cette question. Toi, comme moi, tu as plein d'enfants, beaucoup, évidemment, ce qui veut dire qu'on a un investissement dans ce qui se passe, un vrai investissement, ce qui se passe. Je pense que c'est important d'avoir des enfants pour cette raison d'ailleurs, parce qu'alors les discussions politiques elles sont plus lourdes de sens et tu dis des choses qui vont impacter l'avenir de tes enfants. Qu'est-ce que tu dirais? Et d'ailleurs, je veux dire que tu es aussi une personne rare parce que tu as su te métamorphoser, ce qui est très rare. Les temps changent, l'économie sociale change. Maintenant, on est en ligne, maintenant tu es sur YouTube. Quelle serait, selon toi, ta plus grande préoccupation, ta plus grande peur? De façon explicite, quelle est ta plus grande peur concernant la direction que prend le monde en ce moment? Quand tu y penses, parent, c'est intéressant ce que tu as dit sur mon évolution. Beaucoup de choses sont motivées par mes enfants. Quand tu as des enfants, tu vois comment ils fonctionnent, ce qu'ils lisent, consomment, regardent. Je suis passé à YouTube car aucun d'eux ne regardait la télévision ni ne lisait les journaux. Alors je me suis dit, waouh, attends une seconde. Et ils sont tous dans la trentaine, la vingtaine, et aucun d'eux ne fait les choses que je faisais. Qu'est-ce qu'ils font alors? Ah, ils regardent uniquement YouTube. D'accord. Pourquoi ne pas devenir YouTubeur? Tout simplement, aussi simple que ça. Ils disaient, papa, non, aucun de nos amis ne regarde ces trucs à la télé, tu sais, tout passe par YouTube. Tu te rends compte, il faut aller sur YouTube aujourd'hui. Et maintenant, ils regardent tout ça. ils t'ont gardé dedans. Oh, je pense que les enfants ne te gardent pas seulement jeune, vivant et avec un but, mais ils te rendent aussi moins narcissique. C'est un trait que j'ai certainement eu au fil des années parce qu'au final, c'est à propos d'eux, pas de toi. Et quand on devient parent, on comprend cela et on se préoccupe bien plus de leur bien-être et de ce qui leur arrive que de soi-même. C'est une bonne chose de devenir parent pour cette raison, si ce n'est pour rien d'autre. C'est la solution à l'ego, je peux te le dire. Mais ensuite, en ce qui concerne ce qui m'importe pour eux, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je pense que j'essaye toujours de leur rappeler parce que tous leurs amis ont des problèmes d'anxiété et autres. C'est intéressant. C'est une question de génération. Ils se font bombarder. Ce livre de Jonathan Haidt de 2010 explique comment, dès que les téléphones sont devenus intelligents, ils ont bombardé les enfants avec toutes ces choses négatives. Je crois que les jeunes cerveaux sont perturbés par cette négativité constante. Quand j'étais jeune, il y avait des guerres, mais on ne voyait rien de graphique. Il n'y avait aucun moyen de le voir. Cela ne passait pas dans les journaux télévisés qui étaient relativement aseptisés. Il n'y avait pas d'Internet, pas de téléphone, rien d'autre. Même les journaux ne publiaient pas les choses vraiment sanglantes. Maintenant, si tu vas sur X au milieu d'une attaque en Ukraine, à Gaza ou ailleurs, les choses les plus horribles apparaissent toute la journée. Si vous êtes un jeune de 17 ou 18 ans exposé à cela, cela doit avoir un effet très corrosif sur vous et cela doit vous faire commencer à catastrophiser parce que vous pensez que c'est à cela que ressemble tout dans le monde. Maintenant, la réalité est tout autre. Il est intéressant de noter que dans l'histoire, c'est de loin la meilleure époque où l'on ait jamais vécu. Il y a moins de guerres qui font rage actuellement que dans toute l'histoire. À notre époque, il y a moins d'enfants vivant dans la pauvreté. L'eau est plus propre et tue moins de gens. Il y a moins d'insectes qui tuent des millions de personnes. Beaucoup des insectes qui tuaient des gens ont été éradiqués.
Le nombre de morts causés par ces petites choses, qui pouvaient avoir d'énormes effets sur des continents comme l'Afrique, a diminué. Les gens vivent plus longtemps, ils vivent en meilleure santé, ils sont mieux éduqués, et ainsi de suite. Et si l'on examine chaque indicateur de la vie, en réalité, je pourrais présenter un argument convaincant à ces jeunes. Pourquoi es-tu si anxieux? Comparé à toutes les générations qui t'ont précédé, tu n'as jamais eu une vie aussi facile. Et pourtant, dire cela est contre-productif. Parce qu'ils se sentent vraiment mal et anxieux, et beaucoup de cela est lié au téléphone, je n'en doute pas. Et nous devons, en tant que génération responsable aujourd'hui, comprendre cela, faire preuve d'empathie envers eux et les aider à s'en sortir. Et je pense aussi que nous devons attaquer de front les autres aspects du virus mental woke, qui est tellement destructeur. La culture du prix de participation, où le petit Johnny arrive dernier à une course à l'école et reçoit quand même un prix. Comment cela prépare-t-il le petit Johnny au monde réel, franchement? Parce que si tu es le dernier au travail, laisse-moi te dire, tu te fais virer. Si tu le fais assez souvent, tu ne reçois pas de prix. Ton prix, c'est qu'on te paie un taxi pour rentrer chez toi si tu as de la chance, et c'est tout. Célébrer l'échec plutôt que la réussite, avoir honte de réussir et se taper la poitrine comme si c'était quelque chose de répréhensible. Alors que si tu perds, d'une certaine manière, tu es presque héroïque dans ta vanité, mais à quel moment cela a-t-il commencé? Les gens disent: je viens de réussir mon permis de conduire à la 8e tentative. Je suis tellement fier de moi. Vraiment? Pourquoi n'as-tu pas honte de toi? À ta place, je garderai ça pour moi. De quoi te vantes-tu d'avoir mis 8 fois? À quel point es-tu stupide? Et d'ailleurs, pourquoi conduis-tu? Je ne veux pas te voir sur la route? D'accord. Et pourtant, ils sont fiers d'eux et ils le partagent et je vois tous les commentaires. Tellement fier de toi, ma belle. Fantastique, ma belle. Je ne dis pas que c'est forcément une femme, ça pourrait être n'importe qui. Mais c'est juste cette célébration constante de l'échec ou de la faiblesse. La médiocrité. La médiocrité. Et aussi cette idée selon laquelle il ne faut pas pousser les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes parce que ce serait mauvais pour leur santé mentale. Non, ce qui est mauvais pour leur santé mentale, c'est de ne pas être capable de faire face au monde réel. Alors poussez les gens à être aussi forts physiquement et mentalement qu'ils le peuvent pour affronter la réalité. Mon discours préféré dans les films, c'est celui de Rocky Balboa à son fils. Le fils pourri gâté dans le 6e film, quand il finit par s'expliquer avec lui dans la rue et lui dit: la vie, ce n'est pas à quel point tu peux frapper fort. La vie, c'est à quel point tu peux encaisser les coups, te relever et continuer d'avancer. C'est comme ça qu'on gagne. Nous avons perdu cela en tant que société aujourd'hui. C'est comme si tu te jetais par terre, que tu te donnais presque un coup de poing toi-même, que tu restais là à t'apitoyer sur ton sort, et tout le monde s'extasie devant toi et célèbre ta faiblesse. En quoi cela aide-t-il une seule partie de cette équation? Ça n'aide en rien. Nous sommes donc devenus une société comme ça. Mais ça change. Je pense que la victoire de Trump, encore une fois, marque un tournant important pour dire cela. Non, en fait, et surtout pour les jeunes hommes, tu peux être fier d'être un jeune homme. Tu n'as pas à te détester simplement parce que toutes les campagnes marketing woke des grandes entreprises t'ont dit que vous êtes tous des losers haineux, à moins de prouver que vous n'êtes pas tous une bande de Harvey Weinstein en liberté. En ce moment, on dit aux hommes qu'il est normal d'être un homme et qu'ils peuvent en être fiers. Et d'ailleurs, si tu l'es, voici les choses que tu devrais faire pour être un homme bien dans la vie. Mais tu peux te taper un peu sur la poitrine, tu peux célébrer la réussite, tu peux vouloir gagner, tu peux célébrer la victoire et tu peux détester perdre. En fait, c'est normal de détester perdre. Il n'y a rien de bien dans le fait de perdre. Qui veut perdre? Pourquoi le célébrer? Donc je pense vraiment qu'il y a tous ces aspects où je sens qu'il y a une correction en cours. J'ai l'impression que le vent woke a tourné assez rapidement depuis la victoire de Trump. D'une certaine manière, cela a été le catalyseur parce que tout ce que Kamala Harris représentait, c'était toutes ces conneries. Tout ce que Biden représentait, ça a toujours été des conneries. Et cette pub qu'il a faite, tu sais, Carmela pour eux, les Trump pour toi, dévastateur. Dévastateur. Parce qu'en une simple publicité, tout était dit. Que veut dire eux? Il n'y a qu'une seule personne assise là. Comment une seule personne peut-elle être eux? Sam Smith ne sait même plus s'il est Sam, lui, elle ou eux. Ça doit être incroyablement déroutant quand il se lève le matin. Mais pourquoi devons-nous céder à ces conneries? Non. Écoute, je pensais être libéral, tu vois, mais tout ça me paraît complètement fou. Je pense qu'on est tous rationnels. Moi, je me dis, je ne sais pas si je suis conservateur. Je vois des conservateurs faire des trucs woke sur l'antisémitisme. Je me dis, tu sais quoi? Ensuite, je vois des gens de gauche qui commencent à me suivre et je me dis, je crois qu'en fait, c'est la nature qui est en train de corriger les choses. Et au lieu de se voir comme étant à gauche ou à droite, c'est plutôt, est-ce que tu es sain d'esprit?
Est-ce que tu es une personne sensée au milieu? Oui, j'ai dit, regarde, prends-toi par exemple. Tu as, comme moi, une réputation clivante. Mais j'ai dit, est-ce que tu regardes vraiment Candace, n'est-ce pas? Je veux dire, je disais aux gens quand je tweetais ça, regardez juste ça. As-tu l'impression d'être face à une folle hystérique, n'est-ce pas? Ou pas? Et bien sûr que non, n'est-ce pas? Donc je ne dis pas que tu es parfaite. Et tu ne dirais pas que je le suis, mais je ne vois pas la façon dont on te décrit dans ce que je lis. Tu as tes moments, j'ai les miens. J'ai eu une conversation hilarante avec Trump. Pierce, tu es un bon gars. Toi, vous avez vos mauvais moments. Et je me suis dit, eh bien, n'est-ce pas, monsieur le président? Et nous avons ri et il a accepté. Il a dit vrai, vrai, vrai. Mais tout le monde a évidemment ça, sauf que on vit aujourd'hui dans un monde étrange où tes mauvais moments sont énormément amplifiés et tout le reste qui normalement viendrait contrebalancer ça dans une conversation normale. Quand tu es au pub avec quelqu'un, tu dis une bêtise, mais ensuite tu dis aussi plein de choses, bien, tout ça passe à la trappe. Et en fait, c'est un bon coup, non? Tu ne vois rien de tout ça. Tout ce que tu vois, c'est la tribu qui s'empare de l'instant, le brandit et dit voilà qui est cette personne. Regarde à quel point elle est horrible. Ça s'amplifie dans le monde entier avant que quiconque puisse l'arrêter, et avant même que tu t'en rendes compte, tu es l'être humain le plus détesté sur Terre. Tu te dis comment c'est arrivé? Mais pour une minute, la cancel culture est terminée. Je crois que oui. Elle a été annulée. Elle a été annulée, ce qui est incroyable. Ce qui m'amène à cette dernière question pour toi, Pierre. Qu'est-ce qui t'attend maintenant? Je te trouve vraiment incroyable. Tu as trouvé ce juste milieu vraiment parfait. Les gens se tournent vers toi. Ils te respectent pour avoir animé le débat. Tu sais, et cette place, tu es dans une position unique en ce moment. Alors, quelle est la suite? Je suis enthousiaste quant au potentiel d'Uncensored. Vraiment, je pense que j'ai trouvé un très bon titre pour mon émission. Je veux l'élargir. J'ai observé d'autres espaces numériques où ils prennent de plus en plus d'ampleur. Évidemment, tu en fais partie. Il faut que tu trouves ta propre voix. Quelle est ta propre voix? Ma voix, c'est que je ne suis pas un idéologue qui aborde les choses à gauche ou à droite en imposant simplement mon point de vue et que les gens viennent me parler de ça. Mon point de vue, c'est que je suis maintenant le maître de cérémonie. Donc, je pense que les débats vraiment importants sur tous les sujets les plus cruciaux du monde. J'aime aussi faire des entretiens en tête-à-tête avec tout le monde, que ce soit Kanye, Trump ou Zelensky. Peu importe qui c'est, ça ne me dérange pas. J'aime aussi m'asseoir avec les gens pour faire des entretiens plus longs en tête-à-tête. Et cette combinaison correspond à ce que je pense être, au fond, ce que je suis et ce que je suis maintenant très fier de célébrer davantage. Être journaliste. Être un journaliste qui met tout le monde au défi sans se soucier d'être catalogué à gauche, à droite ou dans une quelconque position, mais en tenant réellement chacun pour responsable et en essayant de faire émerger la chose la plus précieuse qui soit, la vérité. Pas ma vérité, ni la leur, ni la version de la vérité de Meghan Markle, mais la vérité. Et une fois que vous avez la vérité, tout le monde peut avoir une opinion. Lorsque vous jouez avec la vérité et que vous mentez sur des faits qui sont incontestables, cet acte ne passe pas. Je me considère donc désormais comme le grand chercheur de vérité du monde sur YouTube et Internet, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je l'aime. Eh bien, les gars, voilà. Morgan Derrier. En fait, nous avons eu quelques avis solides. En fait, j'ai vraiment adoré tout ce qu'il a dit ici. Voilà donc le vrai Pierce Morgan non censuré. Merci de nous avoir rejoints.